En 2014, le GIEC a publié un rapport qui a vraiment marqué les esprits. Ce n'était pas juste une collection de chiffres, non. C'était plutôt comme une carte nous montrant un carrefour décisif pour l'humanité, avec deux futurs possibles, deux chemins très, très différents. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, pour commencer, un chiffre. Un seul chiffre, mais il est vertigineux. 49 gigatonnes. Qu'est-ce que c'est? C'est le total des émissions de gaz à effet de serre que l'humanité a envoyées dans l'atmosphère en une seule année, en 2010. Et quand on dit équivalent CO2, c'est juste une façon de tout mettre dans le même panier, si on veut, de pouvoir additionner l'impact du méthane et des autres gaz en une seule et même mesure. Et ce chiffre, c'est 49 gigatonnes. Pour bien le situer, c'est simple, c'est le plus haut niveau jamais atteint dans toute l'histoire de l'humanité. La décennie des années 2000, elle a littéralement pulvérisé tous les records précédents. Ok, donc on est sur un record historique. Mais le vrai problème, ce n'est même pas tant que le niveau est haut. Le plus inquiétant, en fait, c'est la vitesse. C'est l'accélération du phénomène. Regardons ce graphique, il parle de lui-même. On voit l'évolution des émissions mondiales entre 1970 et 2010. La tendance, elle est limpide, ça grimpe, et ça grimpe de plus en plus vite. On peut distinguer les différents gaz, le CO2 des énergies fossiles, le méthane, etc. Mais le message de fond, lui, il est absolument sans équivoque. Et voilà le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. Tenez-vous bien, pendant 30 ans, de 1970 à 2000, le taux de croissance annuel était de 1,3%. Sauf qu'entre 2000 et 2010, ce taux a plus que doublé. On est passé à 2,2% par an. Ce n'est donc pas une simple augmentation, c'est une accélération fulgurante. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du problème, la question c'est d'où ça vient tout ça. Allez, on va décortiquer un peu les chiffres. Alors, ce premier camembert nous montre les émissions directes. On voit tout de suite les poids lourds. Un quart, c'est la production d'électricité et de chaleur. Juste à côté, quasiment un autre quart, c'est ce qu'on appelle l'AFEOLU, un acronyme un peu barbare pour agriculture, forêt et autres utilisations des sols. Et puis bien sûr, l'industrie et les transports qui suivent de près. Mais attendez, c'est là que ça devient fascinant. Et si on changeait de perspective? Si au lieu de regarder qui produit l'électricité, on regardait qui la consomme, eh bien là, les chiffres changent du tout au tout. D'un coup, l'industrie grimpe à 31%, et la part des bâtiments, elle, est quasiment multipliée par 3, passant à 19%. C'est là qu'on voit la véritable empreinte de nos usines, de nos bureaux, de nos maisons. Alors, pourquoi cette croissance folle? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Essentiellement deux choses. La croissance démographique, on est de plus en plus nombreux, et la croissance économique qui a été explosive. Ces deux moteurs sont tellement puissants qu'ils ont complètement annulé les gains qu'on a pu faire en efficacité énergétique. Pire encore, le retour en force du charbon a carrément inversé la tendance à la décarbonation. Donc voilà le tableau. Et ce tableau nous met face à un choix crucial, une véritable bifurcation. On se trouve devant une histoire à deux fins possibles, deux futurs pour l'humanité. Et voilà ces deux futurs, noir sur blanc. Le premier scénario, c'est celui où on ne change rien. Résultat, un monde plus chaud de 3,7 à 4,8 degrés d'ici la fin du siècle. C'est énorme. L'autre scénario, c'est celui de l'action. C'est celui qui nous permettrait peut-être de rester sous la fameuse barre des 2 degrés, cette limite que les scientifiques considèrent comme la frontière à ne pas franchir. Ce graphique, c'est l'illustration parfaite de cette bifurcation. Les courbes qui montent en flèche, là-haut, c'est le scénario business as usual. Et les courbes qui plongent brutalement vers le bas, c'est la trajectoire à suivre pour rester sous les 2 degrés. Le fossé entre les deux, il est juste gigantesque. Ce qui nous amène à un point essentiel, le timing. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'on fait qui compte, c'est aussi quand on le fait. Alors on pourrait se dire, bon, et si on attendait un peu? Quelques années de plus, c'est si grave? Eh bien, la réponse du rapport est sans appel. Oui, c'est très grave. Ce graphique est très clair là-dessus. La première barre, c'est si on agit maintenant. L'effort de réduction après 2030 est important, mais c'est une pente qu'on peut encore grimper. Maintenant, la deuxième barre, c'est si on attend 2030 pour commencer à agir sérieusement. Et là, la pente n'est plus une colline, c'est un mur. Chaque année d'inaction rend la tâche exponentiellement plus difficile. Ok, assez parlé du problème. Parlons maintenant de la solution. C'est quoi le plan de match pour rester sur la bonne voie, celle des 2 degrés? Alors, le plan d'action, il est ambitieux, il faut le dire. D'abord, réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. Ensuite, viser le quasi-zéro, voire des émissions négatives, d'ici la fin du siècle. Ça veut dire qu'il faudra être capable de retirer du CO2 de l'air. Et pour y arriver, pas de secret, il faut une transformation totale de nos systèmes énergétiques et de notre rapport à la Terre.
Et quand on parle d'énergie bas carbone, le rapport met plusieurs choses sur la table. Il y a bien sûr une montée en puissance massive des renouvelables, mais il mentionne aussi le nucléaire et des technologies comme le captage et le stockage du carbone, le fameux CSC, qui était à l'époque vu comme une solution d'avenir. Mais voilà, la technologie ne fait pas tout, loin de là. Et c'est là que le rapport du GIEC nous donne une leçon d'humilité, avec cette phrase qui est juste cruciale. Une atténuation efficace ne sera pas atteinte si les agents individuels poursuivent leurs propres intérêts de manière indépendante. C'est un rappel brutal que le plus grand défi n'est peut-être pas technologique, mais humain. C'est un problème de coopération. Au final, la science nous a montré la carte des futurs possibles. La technologie nous donne les outils pour choisir notre chemin. Mais la vraie question, celle qui reste en suspens, elle est pour nous tous. Ce problème est global, il exige une solution globale. La question est donc simple, sommes-nous prêts à agir ensemble ?